Méran, entrepôt d'alimentation. Méran, la qualité restauration, ouvert à tous sans carte de membre. Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Sophie Genoux et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à la première série de podcasts du magazine Détaillant Alimentaire. Et bien pour cette première série d'épisodes, nous avons décidé de traiter des épiceries qui vivent en ce moment une transition sans équivoque et en mode accéléré par un certain nombre de facteurs que les innovations et, faut-il aussi le dire, la pandémie de Covid-19 a exacerbé. Modernisation et automatisation de la filière, multiplication des produits et des services, essor de l'offre en ligne, nouveaux besoins des consommateurs, autant de notions liées à de nouveaux besoins et à un marché en évolution rapide auquel les épiciers du Québec doivent s'adapter. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser en fait à un sujet absolument passionnant qui se nomme le local. Le local, effectivement, ça nous touche tous au Québec de plus en plus. Alors comment l'épicerie se positionne-t-elle vis-à-vis du local ? Comment l'offre se calibre-t-elle à l'intérieur de ces magasins ? Et à quels défis les bannières sont-elles confrontées ? Ont-elles également des solutions ? Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts aux perspectives différentes, puisqu'ils évoluent des deux côtés de l'Atlantique. Je vous présente donc Monsieur Philippe Gottsman, consultant en grande consommation et en agroalimentaire en France, ainsi que Monsieur Denis Gendron, consultant pour le secteur alimentaire canadien. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, vaste question que celle du local, avec des perspectives peut-être auxquelles je m'attends très différentes de part et d'autre, puisque ce sont deux réalités aussi différentes en France et ici au Québec. Alors, la première question que je vais vous poser est la suivante. Comment l'épicerie se positionne-t-elle dans un marché où la vente directe progresse ? Oui, effectivement, la notion du local a pris une ampleur importante. Évidemment, les événements de la COVID, tout ce qui s'est produit dans les derniers mois, a fait réaliser à beaucoup de gens que l'approvisionnement est devenu un élément critique pour les détaillants, grands et petits. Pour des raisons bien précises. Les barrières de transport étaient beaucoup plus restreintes. Il y avait des complications de toutes sortes et surtout, il y a eu une demande additionnelle abondante pour certains types de produits qui a créé des ruptures de stock parce que les détaillants, les manufacturiers avaient prévu certains volumes d'affaires ou avaient des problèmes à avoir la matière première pour produire leurs produits. Tout ça a fait réaliser aux gens que finalement, on devrait regarder à de l'autosuffisance de façon beaucoup plus importante, d'où les effets qu'on voit actuellement dans le marché, où de plus en plus de fabricants, de manufacturiers et surtout d'entrepreneurs, des entreprises locales décident d'investir parce qu'ils voient une opportunité. Ça, c'est une des choses qui est venue influencer. Par contre, quand on parle de local, il y a toute une dimension importante parce que les gens croient au local, veulent le local, mais pendant un assez bon bout de temps, et même encore pour un certain nombre, acheter local, il y avait un intérêt, mais pas au détriment de payer plus cher. Ce qui est en train de changer, les sondages le disent, les statistiques le confirment, que les gens sont maintenant prêts à dire oui, je vais encourager l'économie locale, même si je dois défrayer un peu plus pour le produit. Fait que ça, c'est un des phénomènes qu'on voit dans les tendances là, aussi. Le paradigme est différent, évidemment, en France, où le local, si je ne m'abuse, M. Gottsman, doit occuper depuis plus longtemps. Il n'y a pas non plus le même contexte géographique, climatique, économique. Donc c'est ça sur place. Quelle place occupe le local au niveau de la France et comment justement l'épicerie se positionne-t-elle ? C'est amusant la façon de poser la question et parce que on note
on pourrait penser effectivement, comme vous le dites, et les Français le pensent largement, qu'évidemment, ils sont les champions du monde, du local, des bons produits régionaux, etc. Alors, bien que français moi-même, et donc assez convaincu de ça aussi, mais il n'empêche que moi je ne connais qu'une réalité, c'est les chiffres. Et les chiffres ne mentent pas, alors que les gens mentent assez facilement. Rapidement, pour se décontracter par rapport à l'image française, on est très attaché aux produits locaux, je vais y venir, mais la réalité, c'est qu'on est aussi un des pays au monde qui a la plus grande capacité à adopter les habitudes culinaires des autres pays. Songeons que la France est en fait le deuxième pays de McDonald's, que alors hors Covid, mais les 2 premiers restaurants McDonald's au monde en termes de chiffre d'affaires sont à Paris. Et donc, vous voyez, on n'est pas vraiment dans le local quand je dis ça. Bon, plus sérieusement, ce que je vais dire vaut dans tous les pays, mais en France, ça a été particulièrement vrai. Là encore, un peu d'histoire, on l'avait fait dans le dernier balado. L'histoire de la grande consommation a amené une standardisation des produits, des goûts, des types, des marques de magasins également. Et en fait, en France, la France est le pays, en Europe en tout cas, à ma connaissance également, si on prend l'ensemble des pays de l'OCDE, où le poids des grandes marques nationales dans le chiffre d'affaires des commerçants est le plus important. Ce qui veut dire que, en fait, la part d'abord des marques d'enseigne, des marques propres, est plus faible en France que chez quasiment tous nos voisins, mais qu'en fait la part du chiffre d'affaires, alors non pas local, mais je dirais régional, est un peu plus faible que chez certains de nos voisins, notamment si vous voulez aller dans un pays qui est très fort sur le local, c'est l'Italie. En Italie, le poids des marques, disons régionales, est très fort parce qu'il y a des régionalismes de consommation plus forts encore qu'en France, même si, bien sûr, on mange du cassoulet dans le sud-ouest et de la choucroute en Alsace, mais vous avez des typicités qui sont finalement moins marquées que dans d'autres pays. La dimension locale encore, pour rester là-dessus, géographiquement, elle est très différente d'une région à l'autre en France. Je viens de citer l'Alsace, dont je viens. C'est la région où le poids de la consommation locale est la plus forte. La deuxième étant la Bretagne. Mais si vous allez dans la région centre, eh bien le poids des consommations locales est extrêmement faible. Parce que finalement, il y a moins de traditions culinaires ou de traditions de produits régionaux, ou alors sur des marchés qui pèsent moins cher, si vous voulez, dans les affaires. Quand vous êtes en Alsace, il y a beaucoup de vin, il y a beaucoup de bière, et bien ce sont des produits qu'on consomme évidemment au quotidien et qui pèsent lourd dans le budget des ménages. Voilà pour le panorama rapidement. Ce qu'on peut dire cependant, c'est que le mouvement qui était un mouvement de standardisation des marchés de l'après-guerre jusqu'aux années 2000, il s'est inversé il y a une dizaine d'années. C'est que depuis une dizaine d'années, les distributeurs, les commerçants sont de plus en plus sensibles aux produits locaux et avaient initié beaucoup de démarches. J'étais, moi, chez un distributeur à ce moment-là, et j'étais en charge de ces politiques-là, de produits locaux, et on faisait de plus en plus attention à réactiver nos réseaux en local, à tisser des liens avec les petites et moyennes entreprises locales ou régionales pour alimenter nos magasins, et souvent avec des très très belles performances. Ce qui s'est passé l'an dernier avec la crise de la Covid, alors clairement en France, on a absolument manqué de rien. Alors allez, on a manqué un peu de farine et un peu d'œufs pendant quelques jours, mais enfin il ne s'est rien passé. Mais il n'empêche que ça a été suffisamment impactant, la crise, pour que dans l'imaginaire des gens, ils aient eu peur. Et donc depuis un peu plus d'un an, on a cette thématique qui est sans arrêt récurrente de souveraineté alimentaire, alors que probablement on est un des pays au monde qui en a le moins besoin. Parce qu'en fait, en France, on produit de tout, de quasiment tout. Allez, on ne produit pas de café ou de chocolat, ni de mangue, mais sinon on produit de tout. Et donc on est potentiellement très largement autosuffisant. Et comme on aime bien être un peu, et quand je dis ça, vous comprendrez que moi non, mais qu'on aime bien être parfois un peu protectionniste et un peu chauvin, on sert l'histoire de la souveraineté alimentaire à toutes les sauces. Vous en avez malheureusement fait l'expérience il y a quelques mois également. Et donc on a ça. Ce qui fait que les magasins toutes les enseignes aujourd'hui sont très positionnées sur la dimension approvisionnement local. C'est très compliqué à faire parce qu'on n'a pas nécessairement dans toutes les régions toutes les productions. Et vous voyez, la France est finalement un petit pays aujourd'hui.
eh bien, pour nous, le local, c'est 50 km, 80 km parfois. Eh ben, on n'a pas tout à 80 km. Et quand on va chercher des produits à 300 km, on va considérer que c'est pas du local. Et donc les clients vont considérer que c'est pas du local, alors que si on regarde à l'échelle du monde, ça pourra passer pour en être. Donc c'est quand même du locavorisme là, poussé dans le rayon de 50 km. Mais bon. Oui, mais c'est l'histoire. C'est l'histoire des régions françaises. Les régions françaises, si vous voulez, vous connaissez les plus célèbres, la Normandie, vous connaissez l'Alsace, vous connaissez les régions en général pour lesquelles on s'est battu au travers des guerres, donc on s'en souvient. Et ce sont des régions qui finalement sont pas très grandes. La Normandie, ça s'étale sur 200 km. C'est pas grand-chose, 200 km. Donc on a une lecture assez restreinte de ça. Et pour terminer d'un mot, on a un problème, vous avez peut-être le même, un problème de définition quand on parle de ça. D'abord, la notion de local n'est pas définie en tant que telle, et suivant les tailles de région, on va les voir petites ou on va les voir grandes. Tiens, prenons une région allemande importante, la Bavière est une région extrêmement grande, qui est culturellement cohérente et qui est pour laquelle il y a une consommation régionale très marquée, mais la Bavière, ça représente 3 ou 4 régions françaises. Vous voyez, donc question de quelle est la bonne taille. Et l'autre, c'est est-ce qu'on parle de produits locaux venant de la région ou de la notion de circuit court, qui n'est pas du tout la même chose. La notion de circuit court, c'est le nombre d'intermédiaires. Donc, beaucoup de problèmes de définition, mais le mouvement est là. Alors, Monsieur Gendron, je pense que vous pourrez rebondir là-dessus, parce qu'évidemment, donc, le paradigme est un petit peu différent ici, même pas mal. Justement, quelle est la notion de locavorisme du point de vue des épiciers au Québec? Ben, je dirais qu'elle est en premier en changement. Et je vais expliquer le pourquoi de cette mention-là. Elle est en changement parce que aller jusqu'à il y a 2-3 ans encore, et même peut-être même plus près que ça, tout le monde avait, les grands détaillants en particulier, avaient cette notion de dire oui, on est supporter des produits locaux, on encourage l'achat local, on est là pour supporter, mais les règles qui étaient en vigueur pour donner accès à ces produits locaux-là aux étalages, à les avoir en distribution en magasin, étaient très rigides, importantes et coûteuses pour ces distributeurs et manufacturiers-là, ce qui a fait qu'il y avait très peu de produits qui se retrouvaient sur les étalages et en disponibilité de ces produits locaux-là. Et c'est pas parce que il n'y a pas une abondance de produits locaux. Évidemment, on ne peut pas répondre à tous les besoins de tous les secteurs parce que, bon, dû au climat, dû à différentes choses, mais à tout le moins, il y a une grande panoplie. Qu'est-ce qui s'est produit? Bien, il y a des détaillants qui ont réalisé que c'était une erreur de prendre cette direction-là et d'être si exigeant et se sont réajustés à ouvrir et à offrir à faire des demandes plus appropriées, mais surtout à être là pour encourager ces producteurs locaux, ces manufacturiers locaux à prendre leurs produits, les rendre disponibles dans les différents marchés où ils sont présents. Et déjà, on voit beaucoup de changements, que ce soit même à travers les circulaires, les étalages en magasin, ce qui est offert en ligne. La notion du local a pris beaucoup d'importance. Maintenant, Philippe en a fait mention, la définition du local est encore à être affinée, ce que je pourrais dire, pour différentes raisons. Premièrement, parce que le nom local, et je vais utiliser Aliment Québec comme référence, ce mouvement-là, cette organisation-là qui a été mise en place pour justement confirmer que c'était des produits du Québec. Il y a eu des déclinaisons qui ont été placées sur aliments produits au Québec, fabriqués au Québec, manufacturés au Québec, et c'était tout le Québec. Mais même si le produit vient d'un autre pays, s'il a été emballé, transformé, utilisé ici, il est devenu un produit local. Fait que ça a besoin d'être nuancé encore.
Mais pour ce qui est de l'achat local, il y a énormément de pas qui sont faits. Maintenant, ça amène aussi un défi. Parce que l'achat local ne veut pas dire qu'on doit oublier la sécurité alimentaire, qu'on doit oublier la qualité du produit. Et pour ça, parce que le consommateur, et oui, est intéressé à acheter local, oui, il veut acheter local, mais en même temps, il s'est produit, il y a eu différentes situations à travers au cours du temps qui ont amené des rappels de produits ou des problèmes avec certaines productions de produits qui ont dû être retirés des marchés dû à des problèmes de qualité, des risques pour la santé des gens. Donc, évidemment, les producteurs locaux ont aussi une responsabilité de s'assurer de toute la traçabilité des produits qui est intégrée. Tout ça amène je dirais, à raffiner ou à sécuriser les gens sur la qualité de ces produits-là et surtout lorsqu'ils sont mis en vente, qui vont répondre à des critères bien précis. Fait que, oui, le local, oui, un peu plus cher, mais en même temps, tout en tenant compte des différents critères. Donc, il y a ces critères de sécurité, puis il y a aussi critères de goût. Hein. Les gens aiment voyager aussi par leurs assiettes, pourrait-on dire. Ce qui nous amène à la seconde question, je pense qu'on l'a déjà commencé à l'aborder, la calibration de l'offre dans le magasin. Alors, évidemment, des deux côtés de l'Atlantique, probablement pour des produits différents, ça doit être un peu la même chose. En face de nous, on peut se retrouver, par exemple, avec une mayonnaise hyper locale, faite très très localement, une mayonnaise québécoise, une mayonnaise canadienne, une mayonnaise américaine et pourquoi pas une mayonnaise venue de France. Donc, on a quand même beaucoup de choix. Justement, cette spécialisation ou cette explosion de l'offre, comment la calibre-t-on à l'intérieur des magasins? Comment on arrive à faire cela? Je vais peut-être demander à M. Guttsman, justement, qu'en est-il de l'autre côté de l'Atlantique? Eh bien, je vais vous décevoir parce qu'il n'y a pas de réponse univoque. C'est ça qui est d'ailleurs passionnant dans le commerce. Il n'y a jamais de réponse univoque. Et je vais l'illustrer de façon assez concrète. Et l'exemple de la mayonnaise est amusant parce qu'on peut avoir ça partout. Il y a eu un mouvement, y compris chez nous, il y a quelques années, d'un ministre célèbre, Arnaud Montebourg, qui était très, lui, porté sur le Made in France et qui avait voulu inciter les distributeurs, les grands distributeurs notamment, à faire des rayons de produits Made in France. Outre le fait qu'évidemment, il y en a un peu beaucoup pour faire des rayons, qu'on aurait du mal à s'en sortir, mais immédiatement, vous avez eu toute une série de gens dans des tas de régions qui se sont dit, et ça existe aujourd'hui, hein, on va faire des rayons produits locaux. Eh bien, il y a des endroits où ça marche et il y a des endroits où ça ne marche pas parce que ça n'a aucun sens. Qu'il s'agisse d'ailleurs de produits locaux ou de produits, on va dire, étrangers. Je vais prendre des exemples très très concrets, très simples. Vécu. Il se trouve que j'ai été directeur d'un hypermarché au nord de la Lorraine où il y a une communauté italienne et une communauté portugaise extrêmement forte. Et je suis au nord de la Lorraine, donc à la frontière de la France, de la Belgique et du Luxembourg. Eh bien, pour les clients locaux d'origine italienne, leurs produits locaux à eux, c'est les produits d'Italie. Ce n'étaient pas les produits lorrains. C'est leurs produits à eux, c'est leur histoire. Et pour les Portugais, pareil. Eh bien, Vécu en magasin, moi j'avais fait un magnifique rayon de produits portugais que j'importais du Portugal. Dédié à ça. Eh bien, 1 an après l'ouverture, je croise un client dans le magasin et qui me demande l'huile d'olive portugaise qui est la plus vendue. Et il dit, je ne comprends pas, je ne la trouve pas dans votre magasin. Ça fait 1 an qu'elle était à 10 mètres de là où il me posait la question. Eh bien, il lui était jamais venu à l'idée que les produits se retrouvaient dans un rayon portugais. Pourquoi? Parce que lui, ce n'est pas un besoin exotique. C'est son besoin du quotidien. Vous êtes en Alsace ou vous êtes en Bretagne, où les produits sont extrêmement importants, eh bien, vous prenez, je vais me permettre quelques noms parce qu'ils sont locaux, vous prenez les pâtes grand-mère, qui sont les pâtes aux œufs alsaciennes. Les pâtes grand-mère, quand vous êtes en Alsace, c'est pas un petit produit local, c'est le produit le plus important du rayon des pâtes. Et donc, il doit être dans le rayon des pâtes. Il ne doit pas être dans un rayon de produits à part. Et ainsi de suite. En revanche, quand vous êtes dans une région qui a peu de produits, parce qu'il y a moins d'histoire agroalimentaire,
eh bien, si vous avez juste les quelques produits dans les rayons habituels, les clients ne les voient pas. Et donc là, il y a intérêt éventuellement à les regrouper. Et donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur le commerce affinitaire, c'est qu'il faut construire l'offre et construire l'organisation de l'offre en magasin en fonction des clients qu'on veut servir. Si on est avec, je dirais, des clients en général et qui s'intéressent également aux produits locaux, mettons-leur l'alternative locale face aux produits, disons, normal ou mondial ou national. Ils pourront passer de l'un à l'autre. Sinon, on risque de mettre les produits dans un ghetto dans lesquels les clients ne viendront jamais, sauf quelques intégristes de ces produits-là. J'aime bien la notion d'intégrisme. Est-ce que M. Gendron veut rebondir là-dessus? Oui, et moi, je vais plutôt approcher ça avec un angle différent parce que je vais faire référence à la notion de l'espace. On a parlé du local, de l'importance des produits locaux. Il faut finir par les intégrer. Il faut leur faire une place. Et évidemment, les étalages, les espaces ne sont pas élastiques. Et il y a j'appelle la prolifération des marques. De tout. Puis vous aviez un bon exemple en utilisant les mayonnaises. Effectivement, il y a plusieurs marques en plusieurs formats. Et là, on n'a même pas parlé des produits bio, naturels, et on ajoute le local. Et finalement, on a un espace défini dans lequel on dit on va placer les produits, les mayonnaises dans cet espace-là. Il manque d'espace. Donc, il y a des choix à faire. Philippe a touché un point important de à quoi s'attendent les consommateurs qui visitent le point de vente. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qui les intéresse? Et comment on va faire pour répondre à ces besoins-là? Donc, l'information d'intelligence artificielle, les outils technologiques deviennent importants. Et ils ne sont pas à la portée de tous les détaillants, on le comprend. Les grandes organisations ont les moyens d'avoir ça, mais pour un petit détaillant, lui aussi, il doit faire les choix. Mais souvent, ce que je remarque, c'est les petits détaillants, le fait qu'ils connaissent très bien leur clientèle, font des choix judicieux, vont se tromper à l'occasion, mais premièrement, ils ont déjà des espaces plus réduits, mais ils font des choix tout de même judicieux pour être sûr de répondre aux besoins de leurs différents clients. Et ils sont aussi assez flexibles s'ils doivent s'ajuster pour faire les ajustements rapidement. Quand dans les plus grandes surfaces, ça peut être plus long avant que les changements soient effectués. Donc, pour moi, comment intégrer le local, comment supporter les différents produits et ajuster l'offre, il y a, l'information sur la clientèle, l'espace en magasin, et qui on cherche à servir, parce qu'à un moment donné, il y a des choix à faire. On a parlé un peu plus tôt que ce soit, là, on n'a pas parlé de clientèle ethnique, qui elle aussi peut avoir ses variantes et ses attentes en fonction de tout ça. Fait c'est des défis importants puis qui touchent l'ensemble des différents produits qui sont mis en vente. Alors justement, on parlait de choix, d'explosion de choix, d'espace. Il y a les marques privées. Il faut aussi mettre là-dedans les marques privées, les marques propres, je pense qu'on les appelle de l'autre côté de l'Atlantique. Là, les grandes bannières notamment, développent toutes des marques privées pour un certain nombre de produits. Quel est justement leur positionnement vis-à-vis du local et de ce besoin de local ou ce désir de local des consommateurs? Oui, alors effectivement, ici on appelle ça des marques propres. À peu près toutes les enseignes développent ces marques. Alors, en fait, elles ne développent pas des produits locaux au sens où on l'entend dans notre échange. C'est plutôt sous un angle des produits, alors c'est subtil, mais des produits de terroir. En fait, les marques propres, sur des enseignes qui couvrent un territoire complet, elles n'ont pas vocation forcément à faire du local. Elles vont par contre prendre des produits qui sont des produits de terroir, des produits souvent d'appellation contrôlée, mais pas que, et les développer sur le territoire national tout entier. Vous avez la marque la plus emblématique de ça, et
sans doute la plus avancée là-dessus en France, c'est la marque Reflet de France, qui a été créée il y a, je crois, 30 ans ou 40 ans peut-être, par, à l'époque, l'enseigne Continent, et qui a été rachetée par Carrefour. Et donc vous avez Reflet de France, qui a une gamme tout à fait remarquable de produits de terroir. Mais si je suis, je sais pas moi, dans le sud-ouest, et que je veux des produits locaux du sud-ouest, je n'irai pas nécessairement vers cette marque-là, puisque c'est une marque qui reste nationale. Je vais plutôt prendre mon fromage ou mon saucisson local dans une marque qui est locale. Ceci étant dit, le fait que les grandes enseignes se soient préoccupées du sujet est très important à plusieurs titres. Le premier, c'est que ça a permis la diffusion et les volumes pour maintenir des productions qui, sans cela, auraient, dans un certain nombre de cas, disparu. Donc c'est quand même un point très important, ça a permis de développer des affaires, et ça permet à des industriels qui fabriquent ces produits, hein, ou des agriculteurs qui fabriquent ces produits, d'avoir du volume et en même temps donc, de pouvoir travailler leurs propres produits avec des qualités qui sont souvent un peu supérieures, qui sont donc un peu plus qualitatifs, et de le faire en local. Donc sur le modèle économique global, c'est très intéressant. Et puis il y a quelque chose qui s'est développé depuis un peu moins de temps. Les premiers essais datent d'il y a à peu près 20 ans, mais de façon plus sérieuse, ça fait une petite dizaine d'années. Les enseignes ont des logiques aujourd'hui de démarche filière, c'est-à-dire qu'ils mènent des contractualisations avec des agriculteurs ou avec des industriels pour à la fois assurer l'approvisionnement sur des produits très spécifiques, mais également avec des cahiers des charges qui sont très solides sur le plan du produit, mais qui sont aussi très solide sur le plan de l'écologie, de la responsabilité sociétale des entreprises, le carbone, etc. Et donc là, vous avez des partenariats qui se font et qui parfois se font uniquement au local. Il y a un certain nombre de filières qui ont été développées uniquement pour une région, pour un département, et ça permet d'assurer des débouchés, de maintenir de l'emploi, de maintenir de l'activité agricole ou économique, et surtout de satisfaire des consommateurs qui aiment particulièrement ces produits, qui sont non seulement un produit, mais une histoire. Alors, la situation est bien différente, je pense, ici, parce que lorsqu'on parle de marque privée, il y a aussi de la production qui se fait hors du Québec pour certains de ces produits-là, et même le choix des produits en question. Alors, qu'en est-il, Monsieur Gendron, ici, en ce qui a trait justement au rapport entre les marques privées et le local? Bien, effectivement, actuellement, et ce que Philippe a mentionné un peu plus tôt, les marques privées, ou marques propres, dépendamment comment on veut les définir, ont un rôle beaucoup plus commercial comme alternative aux marques nationales existantes. Elle ne tente pas de jouer un rôle de produit local ou de remplacer un produit local. Ce qu'on voit beaucoup actuellement, c'est beaucoup plus une tendance par les détaillants à prendre des ententes d'exclusivité avec des producteurs locaux. Puis on voit ça au niveau des secteurs des viandes et tout, et dans différentes catégories de produits. Surtout même au niveau des produits frais, pour prendre une entente d'exclusivité avec un fournisseur local, utiliser sa marque de commerce du fournisseur local et la publiciser d'une façon intensive et importante pour communiquer aux consommateurs que ces produits-là, de cette marque-là, les différentes coupes, les différents emballages offerts de cette marque bien connue dans le marché sont disponibles exclusivement dans ce réseau-là. Fait que c'est ce qu'on voit beaucoup. Évidemment, ils ne font pas que ça. Et quand j'ai mentionné un peu plus tôt qu'il y avait eu un virage au niveau des tendances, à tous les semaines et surtout selon les disponibilités des produits, vous allez voir des communications concernant et autant au point de vente qu'en ligne et à travers les différents canaux de communication, que ce soit de la circulaire ou à travers les différents outils digitaux,
qui vont parler du local, qui vont montrer les produits locaux. Ils font même la promotion des producteurs locaux avec des témoignages de ces manufacturiers-là. Donc, il y a une forte tendance. Mais donc, vous positionnez, M. Gendron, on parle de la situation actuelle, mais la situation à venir, ce serait la même chose. Donc, vous pensez que les marques privées des différentes bannières que nous pouvons avoir au Québec ne se lanceront pas davantage dans le local qu'elles ne le font aujourd'hui? Je crois que, et surtout par rapport aux consommateurs, le consommateur veut supporter l'achat local, veut des produits locaux. Je suis pas sûr que les bannières ou les détaillants gagneraient à essayer de copier le produit, essayer de le vendre moins cher quand il va possiblement être produit par un de ces producteurs ou manufacturiers qui vend déjà des produits locaux. Je pense que ce serait pas une recette gagnante ou qui serait vue positivement. D'accord. Alors donc ici, on va parler davantage peut-être d'affinité du consommateur avec justement l'histoire, le petit producteur, le nom, etc. Alors qu'en France, de toute évidence, Monsieur Gottsman, on est moins dans cette dynamique-là. On y va avec le produit, hein, c'est cela, et le terroir. Oui, alors le terroir et le produit sont toujours effectivement très importants en France, mais non, la dimension producteur, elle est majeure. Elle est d'ailleurs aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui apparaît derrière le local, qui à mon avis est sur le fond, et je rejoins donc Denis, plus importante que la dimension locale elle-même, c'est cette dimension d'incarnation. On a pris tellement l'habitude d'acheter des produits qui sont finalement anonymes, en alimentaire comme dans le reste, hein, comme les commerçants d'ailleurs, des commerçants un peu anonymes, il y a une bannière, une enseigne, le personnel change, etc. On a aujourd'hui, dans un monde de plus en plus dématérialisé, je crois qu'on a de plus en plus besoin d'incarnation, de savoir ce qu'on achète, mais à qui on l'achète, qui fait les choses, pourquoi ils font les choses. Et quand vous avez un patron d'une petite entreprise qui fait du fromage, du saucisson, peu importe quoi, et qui est capable de vous raconter son histoire, vous avez de l'émotion, vous avez des choses qui sont très au-delà du produit. D'ailleurs, souvent, quand vous racontez entre amis, quand vous parlez de produit, vous parlez du produit lui-même et vous allez parler de « oui, je l'ai trouvé à tel endroit ou quand j'étais en voyage là et c'était à côté de l'église » et puis enfin, vous racontez des histoires. Et ça, ce sont des éléments émotionnels qui sont très importants. Et donc la notion de producteur, elle est importante. Et pour les producteurs, et s'il y en a qui nous écoutent, moi je pense que c'est un des leviers très forts. C'est qu'ils ne s'arrêtent pas à faire juste le produit, et souvent des très bons produits, mais qu'ils sachent aussi en raconter l'histoire et se mettre en scène pour véhiculer ça. Et souvent, moi j'ai passé plusieurs années à visiter beaucoup de producteurs, et souvent, comme ils vivent dans leur histoire depuis longtemps, ils ne l'identifient même pas, et ils ne savent pas que ça peut intéresser les gens. Parce que finalement, c'est la leur, c'est celle de leurs parents, de leurs grands-parents. Et donc, il faut qu'ils fassent cet effort de raconter ces histoires, parce que c'est ça qui intéresse. Effectivement, que de belles invitations nous lançons. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Gendron et Monsieur Gottsman, de vous être prononcés et de nous avoir fait part de vos observations sur le domaine, sur la notion de local et tout ce que ça recouvre. On pourrait évidemment rester des heures ensemble sur cette seule question. Alors, eh bien, voilà, c'est ce qui clôt notre podcast du jour. Néanmoins, j'invite nos auditeurs et auditrices à aussi, eh bien, en plus d'écouter ce podcast et de le réécouter au plaisir, d'écouter aussi deux autres podcasts que nous enregistrons avec nos deux experts, Monsieur Gendron et Monsieur Gottsman, sur le thème de l'expérience d'achat ainsi que sur le Shop & Shop. Merci beaucoup, messieurs, et bonne journée.